les filières coopératives et les PAT, une coopération au service de l'agriculture et de l'alimentation sur nos territoires. C'est un webinaire qui est co-organisé par la Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine et France PAT. Pour vous parler un petit peu de la genèse de ce webinaire et de son sujet, l'idée de ce webinaire résulte d'un travail qui a été mené au printemps 2023 par une étudiante en master alimentation durable et résilience des territoires de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui s'est en fait chargée de contacter les chargés de mission PAT de Nouvelle-Aquitaine pour connaître et identifier les axes d'action de chaque PAT et puis essayer d'évaluer leur connaissance des coopératives et leurs éventuelles actions ou travaux avec des coopératives du territoire. Donc, cet argumentaire qu'on avait intitulé « Projets alimentaires territoriaux, quelle place pour les coopératives agricoles ?» a laissé paraître une certaine méconnaissance en fait entre ces deux réseaux d'acteurs, donc projet alimentaire de territoire et coopérative agricole. Et on s'est dit que c'était une bonne occasion de créer entre structures comme ça parallèles, à la fois celles qui représentent donc les PAT et la Fédération des coopératives agricoles, de partager les expériences sur le terrain, de faire un petit peu d'interconnaissance de chacun des territoires. Et on a eu donc pour projet de monter ce webinaire qui va s'adresser à un public assez large. Il s'adresse à la fois à nos deux réseaux, donc collectivités, chargés de mission PAT, porteurs de PAT, mais aussi tous les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, donc les coopératives, etc. du territoire. Pour vous expliquer un petit peu vous présenter le déroulé de ce webinaire, nous allons tout d'abord commencer par une présentation de nos trois structures pour que chacun se rende compte de quoi on parle exactement. Donc, je vais commencer par présenter la coopération agricole, notamment en Nouvelle-Aquitaine, vu que je travaille pour cette région-là. Puis, je donnerai la main à Maïwa Dodin pour Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine et enfin à Paul Mazeran de Terrenville qui représente France PAT. Voilà. Nous aurons ensuite des interventions d'acteurs en fait locaux ou alors de structures économiques plutôt qui vont nous parler de ce qu'ils font sur le territoire. Donc, nous écouterons tout d'abord Monsieur Emmanuel Morin qui est responsable commercial de la Société des viandes des éleveurs de Parthenay qu'on appelle la SVEP qui est basée dans le 79. Puis Christophe Richardot qui est directeur chez Alliance Bourgogne-Franche-Comté, une union de coop. Romain Péteuil, directeur des affaires publiques chez Alliance Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, Isabelle Desclezot du groupe Sodexo National. Voilà. Tout d'abord, pour commencer, la présentation de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous expliquer succinctement ce que c'est qu'une coopérative agricole, vous présenter les coopératives en Nouvelle-Aquitaine et enfin, quelles sont la place des coopératives dans les PAT, tout ce qu'on a pu relevé après notre projet donc mené par Margot Dénéchaud. Une coopérative, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, pour resituer en fait la coopération agricole dans la chaîne, en fait, dans le monde agricole alimentaire, vous pouvez voir que la coopération agricole, on va la retrouver à la fois au niveau de l'amont agricole, mais ensuite de la collecte et de la transformation. La production agricole n'est pas un secteur qui regroupe donc tous les agriculteurs. La coopération agricole n'est pas le syndicat en fait qui va le représenter. C'est un syndicat uniquement donc pour l'amont, la collecte et la transformation. Par contre, les interprofessions, elles, seront tout le long en fait de ce monde agricole et agroalimentaire. Donc pour Interfel, les fruits et légumes, on ira de l'amont agricole jusqu'à la transformation. Les acteurs, évidemment, couvrent tout le secteur, tout le monde agricole d'un bout à l'autre de la chaîne. Une chose importante à savoir, c'est que les coopératives agricoles, par leur structure même, par leur mode de gouvernance démocratique, sont un acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est un des piliers, en fait. Elles représentent vraiment une grosse part de l'économie sociale et solidaire. Le modèle agricole, il peut être double. Nous avons en fait deux modèles possibles. Le modèle des coopératives, pardon. La coopération agricole, elle peut avoir pour forme une SCA, donc Société Coopérative Agricole, qui est en fait le modèle le plus courant. Ça va être un collectif d'agriculteurs
qui va en fait se mettre ensemble pour valoriser leur production. C'est vraiment le modèle le plus répandu. Il y a un deuxième modèle qui est peu connu, qui s'appelle la SCAEC, qui est donc la Société coopérative agricole d'exploitation en commun, qui est en fait un modèle d'exploitation de terres qui n'appartiennent pas à l'agriculteur. Dans le cas de la SCA, donc vraiment toutes les coopératives agricoles que nous pouvons représenter vraiment pour la très très grande majorité, la société, la COP, va uniquement mutualiser la collecte, la transformation et la commercialisation. C'est un collectif d'agriculteurs qui se regroupe pour se charger de cette partie-là. Il y a un nombre d'associés coopérateurs qui est minimum, qui est nécessaire pour créer une coopérative, donc 7. Ce seront des exploitants agricoles et ils ont une part évidemment du capital et ils participent à la gouvernance de la coopérative. Cette coopérative agricole, elle est délimitée dans un territoire, elle n'est pas décolocalisable, donc elle est ancrée dans le territoire. Et enfin, dans certains cas, il y a des options qui peuvent être levées pour permettre à des associés non coopérateurs, comme des collectivités ou même des salariés, de rentrer dans la coopérative agricole. L'autre modèle qui est nécessaire de vous présenter, en fait, surtout à vous, acteurs du territoire, collectivités ou autres qui êtes présents, c'est la SCAEC. La SCAEC, en fait, ça va être donc une exploitation agricole en commun. C'est la société elle-même, la société coopérative, qui détient les terres, qui va détenir le matériel, et le foncier ne sera donc pas à acquérir pour les exploitants. Il y aura une transmission facilitée. Les associés qui doivent toujours être dans un nombre minimum de 7 seront des agriculteurs ou des ouvriers agricoles et ils seront tous salariés de la SCAEC. Ça permet d'avoir comme ça aussi un accès, une ouverture à des associés non coopérateurs pour la même chose comme les collectivités ou autres acteurs du territoire. C'est un deuxième modèle. Alors, il n'y en a qu'une ou deux en France, donc c'est vraiment peu répandu, mais ça permet sur les territoires d'avoir une possibilité de créer des coopératives agricoles. Pour assurer la valorisation économique des productions, la coopérative agricole joue un rôle tout au long de la structuration de la filière. Ça va de la sécurisation pour la structure juridique et le collectif, donc que ce soit à travers un modèle pérenne ou avec une gouvernance qui est bien claire, avec une rémunération des associés qui va être fixée, avec la gestion des labellisations, etc. Puis, la coopérative agricole va permettre de créer un réseau de partenaires. Donc, ce sera des instituts techniques, des institutionnels, des commerciaux, voilà, tout ce qui est collectivité territoriale, etc. Puis, la coopérative agricole, elle va être là pour organiser la production agricole en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle va avoir un rôle de conseil sur les pratiques agricoles, elle va pouvoir ajuster les surfaces agricoles de ses coopérateurs en fonction des débouchés, elle va pouvoir intégrer les nouvelles cultures dans les assolements en fait, des exploitations, donc elle va avoir une part vraiment importante dans l'organisation de la production. Puis, au niveau de la transformation des produits agricoles, elle va pouvoir, en fait, par mutualisation des outils de transformation avec des investissements en commun, assurer une qualité des produits finis. Et enfin, la coopérative agricole, elle va être là dans tout ce qui est développement commercial pour identifier des marchés, pour chercher des clients, pour faire évoluer des productions afin de s'adapter à la demande et aux débouchés, et pour mobiliser des ressources qui permettront de vendre ces produits. Donc, la coopérative agricole, elle va vraiment permettre de structurer toute une filière grâce à ces actions tout au long, comme ça, de cette filière. On peut donc se demander en Nouvelle-Aquitaine quel va être le poids en fait de ces coopératives agricoles, au niveau agricole et puis agroalimentaire aussi. On a une première slide qui vous montre qu'en fait, la coopération agricole, c'est le premier acteur agricole et agroalimentaire parce qu'il y a 250 coopératives agricoles situées sur le territoire. Il y a 150 filiales qui appartiennent donc à ces coopératives. On a 1600 CUMA, donc coopératives de matériel agricole, qui sont en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente un total de 29 000 salariés et 48 000 agriculteurs. On considère que 3 agriculteurs sur 4 sont adhérents à une coopérative. Et il y a environ 250 magasins de libre-service agricole.
Ça représente un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros et le chiffre d'affaires COP est de 6,9 milliards d'euros. Toutes les filières agricoles sont représentées en Nouvelle-Aquitaine. Pour la coopération agricole, excusez-moi, je précise. Donc, on aura plus de 7 COP qui représenteront un chiffre d'affaires assez énorme en coopératives polyvalentes. On en aura 23 en grande culture, 41 en bétail viande, 13 en produits laitiers, 51 qui sont donc des caves coopératives, 47 COP de fruits et légumes, 4 coopératives de forêt et enfin 59 COP d'autres filières. Ces autres filières, vous allez les voir juste après, elles sont très diverses, il y en a de 15 types. Il y a donc des coopératives de sel, des coopératives de tabac, de luzerne, de chanvre, d'aquaculture, de forêt, de miel, d'insémination. Voilà. Vous aurez de toute façon la présentation dans le replay. Sur la slide précédente, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que 95% des coopératives agricoles de Nouvelle-Aquitaine sont des TPE ou des PME. Et 85% des sièges des coopératives agricoles sont situés en zone rurale. La coopération agricole, ça va être un leader régional dans plusieurs types de production. Ça va être notamment un leader au niveau de la collecte de lait bovin. Ça représente 75% de la collecte. Pour tout ce qui est animal, on aura 90% de la collecte de porc qui sont assurés par les coopératives agricoles. Par contre, 30% pour la collecte de bovins. 60% de la collecte de fruits et légumes par les COP, 33% de l'agroalimentaire, 65% de la collecte grande culture et 30% de la surface de production viticole. Je vous ai mis les logos des très grandes coopératives régionales que vous connaissez sans doute, Euralis, Lurberry, Meissadour, Océalia et Terre du Sud. Toutes ces coopératives agricoles sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine sont engagées dans des démarches, que ce soit des démarches de qualité ou des démarches RSE, des démarches environnementales. On considère que 3/4 des coopératives sont engagées au moins dans un signe, un SICO, un signe d'identification de qualité et d'origine, que la moitié des coopératives sont engagées en bio. On a d'ailleurs observé une forte croissance d'engagement des coopératives sur les 3 dernières années, plus 50%. Et une centaine des coopératives sont engagées dans des démarches RSE. Il y a eu une étude il y a quelques années, en 2021, qui a été menée par Vertigolab et qui a calculé l'impact socio-économique des territoires, des coopératives agricoles sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. On a pu, grâce à cette étude, calculer l'effet multiplicateur des coopératives agricoles. Cette étude a montré en fait que pour chaque million d'euros de chiffre d'affaires généré par une coopérative agricole, il y avait 2,15 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient générés pour l'économie régionale. En fait, la présence d'une coopérative agricole sur le territoire est bénéfique en fait pour ce territoire car elle va soutenir des milliers d'emplois qui seront directs, indirects ou induits. Elle va réinjecter en fait pas mal d'argent dans le territoire. Pour finir et parler en fait de la place des coopératives agricoles dans les PAT, je vais vous présenter donc cet argumentaire qui a été fait par Margot Dénéchaud en juillet 2023, qui parle donc de la place des coopératives agricoles au sein de ces projets alimentaires de territoire. Donc, les 50 démarches de territoire, projets alimentaires de territoire qui ont été contactés, on a pu s'apercevoir qu'il y avait vraiment comme je vous disais au début, une méconnaissance de certains acteurs, enfin des deux côtés, que tant les coopératives que les porteurs de PAT pouvaient ne pas savoir exactement ce qui existait sur le territoire ou les projets en cours ou les axes d'action dans lesquels ils pouvaient s'impliquer. Et surtout, on a mis en avant le fait que le projet, en fait, au cœur des projets alimentaires de territoire, c'est quand même l'alimentation durable. L'alimentation durable qui donc se base sur 3 piliers, à la fois social, économique et écologique, et que dans ces 3 piliers, en fait, les coopératives agricoles ont toute leur place. Soit elles sont déjà actives, soit elles ont toutes les structures ou tous les atouts pour vraiment être embarquées dans les projets alimentaires de territoire. On a pu faire quelques préconisations suite à cette étude et cette rencontre des chargés de mission, préconisations pour mieux travailler avec les projets alimentaires de territoire. Donc là, je vous ai fait des préconisations plutôt dans l'axe
quand on est un PAT, comment réussir à travailler avec une coopérative. C'est des préconisations qui sont un peu générales, mais qui sont importantes. Déjà, la première chose, c'est de prendre en compte les contraintes de temps respectives. Chacun n'a pas les mêmes contraintes. Les coopératives sont des structures économiques, leur temps est précieux. Le projet alimentaire de territoire va s'inscrire plus dans la durée. Il est important aussi de comprendre comment chacun fonctionne et de prendre en compte ces contraintes de temps. Évidemment, il est essentiel d'identifier les coopératives agricoles lors du diagnostic initial qui est fait par le projet alimentaire de territoire. On pense aussi qu'il est important de ne pas se limiter au territoire même du PAT, mais pouvoir élargir l'analyse des outils de transformation qui sont sur les territoires proches et de travailler sur la complémentarité des nouveaux outils qui vont être proposés pour les projets alimentaires de territoire. Enfin, on estime qu'il est vraiment important, et c'est un peu le sujet de ce webinaire, de mettre en avant que le périmètre d'action des PAT avec les COP ne doit pas se limiter qu'à la restauration collective, qu'il est important d'élargir ce périmètre d'action à l'installation, à la transition agroécologique, à l'énergie, aux filières de diversification, aux magasins de vente, aux circuits courts, etc. Enfin, notre dernière préconisation, c'est de penser au modèle coopératif agricole que je vous ai présenté au début, la SCAEC, pour structurer des collectifs d'agriculteurs ou permettre la création de nouvelles filières. De notre côté, la coopération agricole, on continue à travailler sur les PAT. On est en train de créer des fiches de territoire qui seront donc plus départementales à présenter aux chargés de mission PAT qu'on va continuer à rencontrer pour avancer sur les projets en commun entre coopératives agricoles et projets alimentaires de territoire. Bonjour à tous, donc comme Agnès l'a dit, je suis Maïwen Oden, donc chargée de mission développement territorial chez Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine, PQNA. Donc on est le centre de ressources qui accompagne le développement territorial dans la région. On a un public, donc on existe depuis 2002 et on est un groupement d'intérêt public, donc ça veut dire qu'on est mandaté par l'État et la région de Nouvelle-Aquitaine pour nos actions et on s'adresse principalement à un réseau qui est composé d'élus, d'agents de collectivités, d'acteurs du privé et du public plus largement, lorsque les sujets les intéressent et les concernent. Je vous ai remis les 5 missions sur lesquelles PQNA agit, mais aujourd'hui, donc, je représente celle des démarches alimentaires de territoire. Donc, plus précisément, concernant les agents de collectivité, par exemple, ce sont les chargés de mission agriculture, alimentation, et donc leurs élus référents auxquels on s'adresse principalement. Euh, Nous, notre mission, elle est notamment régie par cette feuille de route, donc le pacte alimentaire, qui est la feuille de route régionale portée depuis 2021. Je me suis trompée sur la slide, mais c'est 2021-2025. Donc, qui vise à permettre à la Nouvelle-Aquitaine d'accéder à aller vers une alimentation durable et locale. Donc, la coopération agricole, PQNA sont des signataires de ce pacte alimentaire et on agit notamment pour aller vers ces objectifs. Le centre de ressources, plus précisément, donc comment on fait pour aller vers ces objectifs-là? C'est le partage de ressources, donc le partage notamment de vos expériences acteurs de territoire, la mise en dialogue aussi, donc que ce soit vous entre territoires et acteurs, mais aussi entre les institutions, donc que sont l'État et la région, mais aussi d'autres comme l'ADEME ou la RS sur d'autres sujets, et puis acteurs de terrain pour outiller, c'est-à-dire donc, réalisation de guides outils, de fiches expérience et expérimenté par l'accompagnement notamment de certains territoires avec l'appui d'universitaires, donc de groupes étudiants. Donc les démarches alimentaires de territoire, les DAT, je vous ai mis une fiche pour exemple ici. Donc en fait, je vous le partagerai juste ensuite dans le chat. C'est un document donc, qui recense l'ensemble des démarches alimentaires de territoire de Nouvelle-Aquitaine.
au sein desquels sont présents les projets alimentaires de territoire, mais je laisserai Paul présenter plus en détail ce que c'est qu'un projet alimentaire de territoire ensuite. En tout cas, les DAT, voilà, ce sont des acteurs qui s'organisent sur un territoire et qui décident d'apporter une réponse opérationnelle à une problématique agricole. Donc là, j'en ai cité quelques-unes. C'est par exemple, voilà, quelques-unes qui rejoignent ce qu'Agnès a présenté tout à l'heure par rapport aux, aux axes d'action sur lesquels, les périmètres d'action sur lesquels pourraient effectivement travailler ensemble les coopérations, les coopératives agricoles et les démarches alimentaires de territoire. On parle de structuration de filières et circuits locaux. Euh, il y a la préservation du foncier, l'installation, transmission agricole. Tout ça, ce sont des sujets qu'abordent les démarches alimentaires de territoire. Il y a aussi la protection des milieux pour permettre aussi une agriculture sur le territoire régional. On travaille effectivement avec la restauration collective sur l'approvisionnement en produits bio, locaux, aussi durables plus largement. Et ça passe aussi par la valorisation du patrimoine agricole et culinaire. Donc, on vous présentera tout à l'heure un petit exemple de ce qui se passe sur l'agglomération de Niort notamment, avec l'aspect tourisme. Voilà, je passe la main à Paul pour compléter donc sur France PAT et sur ce que c'est que les PAT. Du coup, quelques mots sur France PAT. France PAT est est un réseau qui a été lancé en 2023 et qui prend la suite du réseau national des projets alimentaires territoriaux, RNPAT. Donc, il est porté par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt et par l'ADEME. Et il répond aux trois missions portées par la loi Climat Résilience de 2021 et qui sont inscrites dans le Code rural. Donc, les trois missions, c'est suivre le déploiement des projets alimentaires territoriaux au sein du territoire national, diffuser les bonnes pratiques et les retours d'expérience au plus proche du terrain et construire des outils méthodologiques opérationnels. Et vous connaissez sûrement euh, France PAT par le site donc France PAT. Euh, Là, un focus au niveau national et par la suite, je ferai un focus au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, alors, il me revient de rappeler ce qu'est un projet alimentaire territorial, surtout pour les acteurs qui participent à ce webinaire. Donc, un projet alimentaire territorial est défini dans la loi d'avenir donc de 2014 comme un projet rassembleur des acteurs intéressés par la question de l'alimentation. Donc, ce projet se base sur un diagnostic territorial à travers lequel sont identifiés les besoins du territoire, suit ensuite une concertation avec les acteurs du territoire et après cette concertation, on va mettre en place une stratégie et un plan d'action pour mettre en œuvre des solutions concrètes pour répondre aux problématiques identifiées. Donc, le dispositif et un dispositif de reconnaissance a été mis en place par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Et il distingue les PAT à deux niveaux, un niveau de PAT dit émergent, c'est le niveau 1, et un niveau dit opérationnel, donc niveau 2. Les PAT peuvent être à l'initiative d'acteurs différents, surtout dans la loi, il n'était pas mentionné d'acteurs, je dirais, prioritaires. Par la suite, de fait, ce sont les collectivités qui s'en sont emparées le plus, et donc à 95%, ce sont des collectivités territoriales à différentes échelles qui peuvent aller de la commune au département, passant par des établissements publics de coopération intercommunale, donc EPCI, mais il peut y avoir des territoires de projet, des parcs naturels régionaux, des pays qui portent des projets alimentaires territoriaux, voire des réunions de plusieurs porteurs. Voilà quelques mots, mais on va donner la parole aux intervenants pour rentrer dans les détails
et des projets alimentaires territoriaux, mais surtout des acteurs. Peut-être juste un mot, mais ça, Maïwenn pourra revenir dessus. Pour la Nouvelle-Aquitaine, donc vous avez, là c'est sur le site France Pat, donc 39 PAT au niveau régional, donc 20 de niveau 1, 19 de niveau 2, et donc ça donne cette carte. Voilà en quelques mots. Je me permets de reprendre la parole. Donc, pour introduire Emmanuel Morin, qui est donc le responsable commercial de la SVEP, donc qui est une filiale de la CAVEB, une coopérative d'élevage. Emmanuel, en fait, qui va nous parler en fait de ce qui s'est passé au niveau de la SVEP pour profiter, entre guillemets, ou pour participer à un projet alimentaire de territoire dans le 79, qui a pour intérêt, qui a un intérêt surtout économique. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter, Emmanuel, et puis présenter la SVEP, et puis nous dire ce qui s'est passé, comment vous avez pu... quelles ont été les implications pour la filiale de la CAVEB, qu'est-ce qui s'est passé, quels outils ont pu être créés ou agrandis, etc. Je vous laisse la parole. Ah, vous n'avez pas le micro, je pense que c'est Maïwenn qui peut faire la manip pour réactiver. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oui. Bonjour, Emmanuel Morin, société SVP. À Parthenay, je vais vous présenter brièvement la société. Donc, comme vous le disiez, la SVP appartient à deux coopératives. Nous, en tant que telles, nous ne sommes pas une coopérative. Elle appartient à deux coopératives. Une qui est la CAVEB, qui a à peu près 800 agriculteurs. Et une autre plus petite, la SCAP, qui représente 80 agriculteurs et qui, elle, est spécialisée dans la race partenaise, étant au cœur de la production de la race partenaise. Nous, notre métier principalement, on a plusieurs métiers, mais notre principal métier, c'est ce qu'on appelle un métier de cheville. Donc, un métier de cheville, c'est vendre les animaux de nos adhérents des coopératives, de les vendre en grande partie à des bouchers ou à des magasins de la GMS sur les rayons traditionnels. Sur cette autre activité, on a également, pardon, sur la ZEP, on a une autre activité, ce qu'on appelle nous les consommations familiales, c'est-à-dire qu'on fait également des colis pour nos éleveurs qui font de la vente à la ferme. Et c'est une activité qui se développe fortement depuis 4-5 ans. Et une autre activité également qui est plus en lien avec le PAT, c'est une activité RHD qui elle aussi se développe fortement depuis 2 ans, où on travaille notamment avec l'hôpital Nord de Sèvres, les collèges des Deux-Sèvres, et plutôt plusieurs structures locales dans les Deux-Sèvres de collectivités. On travaille sur la RHD avec les collèges des Deux-Sèvres, avec une entité, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous le connaissent, qui s'appelle la société Resalis. Enfin, c'est un groupement Resalis qui essaie de valoriser au mieux les productions des agriculteurs, que ce soit sur de la grosse production, si on veut dire, comme la société SVEP, ou sur des éleveurs qui font que de la volaille bio, qui sont de la volaille bio, du miel, du pain, il y a de tout. Il y a de tout, des jus de fruits. Et cette société-là, avec qui nous travaillons, centralise les achats. Et comme ça limite les frais de transport et tout ce dont on peut parler en ce moment sur les bilans carbone également. Hop, pardon, excusez-moi, c'est bon. Donc, pour revenir un petit peu plus, et excusez-moi aussi, donc on travaille sur 3 critères. Nous, on a 3 critères qualité principalement. On travaille sur du label rouge, du bio, l'agriculture biologique, et récemment du HVE, haute valeur environnementale. Ces 3 éléments-là nous servent, chaque en gros futurs clients ou clients déjà actuels, notamment RHD. Certains volent sur du label rouge, d'autres justement sur du bio, d'autres sur du HVE. On fait à peu près pour plus global 13 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. On va être à peu près équivalent un petit peu plus sur 2024. Et nous sommes à peu près 45 salariés équivalents temps plein sur la structure. Donc, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez,
tout à l'heure. Par rapport au PAT, nous, ça nous a surtout servi pour. Donc, on a installé ici depuis 2020. Non, pardon, 2013, excusez-moi, ça fait une dizaine d'années qu'on est arrivé sur nos nouveaux locaux. Et voilà, on avait vu un petit peu petit, on va dire, il y a 10 ans. Donc, il a fallu un petit peu prévoir des extensions de la structure de la société SV, notamment sur des quais d'expédition et de stockage froid. Et c'est là où est intervenu notamment plusieurs éléments, plusieurs acteurs, les PAT, le FEDER et sur un chiffre, enfin, pardon, excusez-moi, sur un projet de 800 millions d'euros, on a eu 40% d'aide publique par rapport à ça, par rapport à cette structure. Voilà. Après, voilà, si vous avez quelques questions, si j'étais, dites-moi, si je puis vous aider. Non, c'est très clair. Ah, c'est en effet ce qu'on essayait de mettre en avant, que les PAT peuvent être un outil pour des structures économiques déjà existantes et implantées dans le territoire, pour les aider à s'agrandir, se transformer un petit peu pour répondre au mieux en fait aux besoins identifiés pour la population aussi de ce territoire-là. Donc Ouais. vous disiez c'était l'agrandissement de l'abattoir, je crois, et Pas de de la. l'abattoir, notre atelier de découpe. Nous, on n'est pas un abattoir, nous sommes un atelier de découpe. C'était surtout un agrandissement d'une structure de stockage de froid et de sec, parce qu'on était un petit peu exigus, nos locaux étaient un petit peu exigus. Donc, c'était dans ce sens-là. Et voilà, c'était notamment, je vous parlais tout à l'heure, sur des consommations familiales, où c'est un produit, enfin, c'est une activité qui se développe chez nous, et on était un petit peu limité, justement en place pour stocker ces palettes avant les expéditions. Les éleveurs venaient chercher la marchandise chez nous. On était un petit peu bloqué. Donc c'est vraiment, oui, pour faire marcher des producteurs locaux, hein. On est vraiment dans le local. Les animaux chez nous sont dans une moyenne à 65 km autour de notre structure. Donc si vous voulez, oui, on est vraiment en plein dedans, hein, en en plein territoire, quoi, voilà, de production. Et en effet, ça répond à l'enjeu de mettre en avant les circuits courts en fait dans tous ces territoires. Et c'est vrai que ces colis de viande, c'est sûr que ça répond à une demande à la fois du consommateur et à une volonté des collectivités de mettre en avant ces producteurs locaux. Donc, C'est ça. Alors, vous vous êtes retrouvés là-dessus. cette partie-là, et puis également en travaillant avec notamment l'hôpital Nord de Sèvres, on a une demande où ces collectivités-là voulaient des produits, on va dire, locaux. Donc nous, c'est 90% de notre production est issue, on va dire, de l'ancienne région Poitou-Charentes, et pas de la Nouvelle-Aquitaine, et une partie du 49 et du 44. Donc on est vraiment, voilà, on flirte un peu avec les deux régions, mais 85%, c'est voilà, c'est vraiment ancienne région Poitou-Charentes. Et c'est vraiment une demande des acteurs locaux, notamment sur les cantines, la restauration collective, d'avoir des produits qui soient, on va dire, le plus proche possible des unités de consommation. Tout à fait. Ouais, merci, c'est vrai que c'est un témoignage intéressant parce que ça permet de voir en quoi, en fait, travailler ensemble en bonne intelligence et coopérer ensemble permet de faire avancer des acteurs économiques déjà présents et de développer des choses qui sont Voilà, et déjà là. puis on va dire que c'est un cercle vertueux, donc c'est de la consommation locale, donc ça fait vivre les éleveurs locaux. Nous, on vend la production de 850 éleveurs locaux. Le but du jeu, c'est que ces éleveurs-là, on le voit bien en ce moment, avec les quelques manifestations qu'il peut y avoir. Voilà, c'est le but du jeu, c'est de faire tourner, c'est de l'économie circulaire locale dans un rayon, j'allais dire, de 100 km, quoi. Donc c'est vraiment très important pour nous, pour nos éleveurs et pour les structures à côté aussi. Et même au-delà de ça, quand on va chez un boucher ou dans une grande surface, ce sont nos employés qui poussent le caddie dans les grandes surfaces. C'est des produits locaux, c'est des vaches à côté des magasins. Donc voilà, c'est super important pour faire un cercle vraiment, mais vertueux, quoi, c'est clair. Et je rebondis je vois une réflexion en effet dans le chat en disant que le fameux réseau qui vous a aidé, le réseau Resalis, en Oui. effet, est un acteur vraiment très présent dans votre territoire et qui permet comme ça de mutualiser la logistique et puis de se regrouper pour répondre à des marchés C'est publics. ça, il y a plusieurs plateformes, dont outil. la SVEP est une plateforme de Resalis. Oui. Il y en a une autre au nord et une autre au sud. On a essayé un petit peu d'équilibrer les plateformes.
pour qu'un producteur qui emmène, j'allais dire, 20 kilos de carottes ne fasse pas 80 km, sinon il n'y a plus aucun intérêt. Même si c'est, même on va dire, si c'est à Loti, il n'y a aucun intérêt d'en faire 80 km pour pouvoir livrer cette marchandise-là. Tout ce qu'on avait pu mettre en place avant, ça serait fichu par le déplacement trop fort, quoi. Tout à fait. Et j'ai une question concernant est-ce qu'il y a eu comment s'est fait cette mise en lien donc entre le PAT et votre structure sur Alors, pour être c'est tout vous qui à êtes fait... allé les Non, pas rencontrer du ou tout. comment Pour être ça tout à fait transparente, c'est Johan Richer, qui était notre ancien directeur, qui n'est plus là à l'heure actuelle. Donc, j'ai pas tous les éléments de reprise par rapport à ça. Je ne saurais vous répondre. Je pourrais vous envoyer après un petit courrier ou un petit topo de tout ce qui sera fait et comment ça a été, les liens ont été effectués. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je me remettrai en lien avec vous et après, je pourrais vous envoyer tout ça. Il n'y a pas de problème. Ce sera avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est l'exemple de la SVEP est en fait un des exemples qui avait été identifié dans l'argumentaire PAT que je vous engage à lire et qui a été partagé dans le chat. Il y a pas mal donc d'autres actions qui ont été mises en lumière avec les PAT, donc notamment des actions soit pour la transition agroécologique, notamment avec la COP de Mansle qui a fait des diversifications de cultures dans le cadre du projet Protéinena. La CELMAR qui a travaillé sur la valorisation des carcasses entières avec la multiplication aussi de lieux de distribution sur le territoire. Une union de coopératives de fruits et légumes qui s'appelle Coalliance qui a été créée pour répondre à des marchés publics au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Une SICA maraîchère qui, elle, s'implique donc au niveau de Bordeaux Métropole avec une épicerie sociale et solidaire et donc qui a aussi une action qui rejoint les préoccupations des territoires. Et enfin, on avait pu identifier la coopérative laitière de la Sèvre, qui, elle, donc, s'impliquait dans tout ce qui était éducation à l'alimentation avec le PAT de Niort. Et c'est pour cela que nous avons une petite vidéo de présentation. Voilà. Juste, on va faire passer la vidéo. Je voulais encore remercier Monsieur Morin. Je sais qu'il a un rendez-vous à 15h. Donc, Il y a encore 20 minutes, c'est bon, il n'y a pas de encore 20 souci. minutes. Donc, si vous avez des questions particulières à poser, n'hésitez pas, on regardera dans le chat et on fera les questions juste après la petite vidéo, si vous voulez, tant que Monsieur Morin est avec nous. Bienvenue à l'Atelier de l'Excellence Échiré, un projet agricole et touristique accompagné par l'agglomération. Donc il s'agit de l'ancien bureau de poste d'Échiré qui a été acheté et rénové par l'agglomération pour en faire un lieu de promotion de l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire du territoire, le beurre d'Échiré. Mon rôle a consisté à accompagner la naissance de ce projet en équipe avec Pauline Viel pour la recherche de financement, puis Christophe Filippono pour le suivi des travaux. Aujourd'hui, ce lieu est loué à la coopérative laitière de la Sèvre qui en assure la gestion. Maintenant que la boutique est ouverte, je travaille avec l'Office de tourisme pour relier ce site aux autres patrimoines de la ville d'Échiré, le château de Coudray-Salbar, le château de Murcé, et je m'assure également de faire le lien avec notre schéma cyclable touristique. On y va ? L'Atelier de l'Excellence Échiré, c'est une boutique de produits locaux, des produits donc emblématiques comme évidemment le beurre d'Échiré qui est vraiment connu même internationalement, mais c'est aussi des produits locaux comme les fromages, tous les produits laitiers, et puis tout ce qui est produit du territoire. On va retrouver la bière, le miel, le broyé du Poitou par exemple. Et donc là, on a vraiment une vitrine de l'ensemble des produits du territoire qui sont donc produits ici et également commercialisés en circuit court, avec 0 ou 1 intermédiaire. L'idée, c'est de faire rencontrer ces produits du territoire aux habitants, aux visiteurs et aux touristes. Nous voici dans la cuisine de l'Atelier de l'Excellence Échiré. La cuisine, c'est le lieu idéal pour que Niort Aglo réunisse son réseau de restaurants, de chefs des restaurants scolaires, des restaurants également hospitaliers, des restaurants d'entreprise, et on en compte beaucoup sur le territoire. Réunir ces chefs pour justement leur proposer de
partager, aborder les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien pour les approvisionnements locaux en circuit court, les faire se rencontrer aussi et les conseiller pour qu'ils puissent partager en fait de bonnes pratiques entre eux et puis cuisiner et avoir ces moments d'échange qui viennent chercher justement au sein du réseau Neuraglo dans le cadre de notre stratégie. Alors, on trouvait intéressant de vous partager cette vidéo qui résume bien ce projet, qui a une autre dimension que celle économique qui a pu être évoquée par Monsieur Morin et qui participe quand même donc à mettre en avant les produits du territoire via une coopérative, enfin avec en tout cas une coopérative agricole, dans ce cas-là, la coopérative laitière de la Sèvre. Alors, Romain, est-ce que Christophe a pu arriver? Il était retenu. Bonjour, rebonjour Paul, bonjour à toutes et à tous. Non, je l'excuse. Comme j'expliquais, Alors, Christophe Richardo, donc directeur de l'Alliance, est retenu en Assemblée Générale qui a commencé plus tard que prévu puisque toutes nos routes sont enneigées et verglacées de notre jolie Bourgogne du Nord, voilà, enfin Côte d'Or du Nord surtout. Les vignes avec. merci Romain. Alors, du coup, on va vous présenter donc Alliance Bourgogne-Franche-Comté. Romain va présenter l'Alliance et surtout les coopérations qui ont lieu entre ce groupe coopératif et les projets alimentaires territoriaux de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a plusieurs cas particulièrement intéressants, notamment pour leur diversité. Et voilà, je vais donner la parole à Romain et on fera un focus par la suite sur l'une des coopérations avec Alliance Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi Sodexo, donc Isabelle Descloseau qui interviendra pour l'un des exemples. Je te laisse la parole, Romain. Merci Paul. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'excuse une nouvelle fois Christophe Richardo. Donc moi je m'appelle Romain Peteuil. Je suis directeur, on appelle ça les affaires publiques, on pourrait plutôt appeler ça des relations avec les territoires de l'Alliance BFC. Et donc Alliance BFC, c'est le collectif des 3 grandes coopératives de la région Bourgogne-Franche-Comté, à savoir Dijon Céréales, Bourgogne du Sud, Terre Comtoise pour la frange Franche-Comté. Et donc Alliance BFC, ça représente 12 000 adhérents, voilà, 12 000 fermes. C'est la moitié du potentiel agricole, c'est 500 000 hectares de ce qu'on appelle le terre labourable. Donc c'est la moitié du potentiel agricole de la grande région BFC. C'est effectivement 1600 collaborateurs. Et puis c'est un collectif qui a été créé en janvier 2018 et qui a pour but effectivement de coordonner l'ensemble des actions des coopératives au plus proche des territoires. Et on a justement dès l'époque, créer ce poste en fait directement qui n'est pas forcément commun dans les COP de notre taille, qui ne sont pas des grandes COP comparées à d'autres, mais on a souhaité être trop plus proche des territoires, on a créé ce poste. Voilà. Ce que je peux dire sur Alliance, ce qu'aurait dit Christophe, les grands enjeux d'Alliance BFC, c'est l'adaptation au changement climatique et le revenu de l'agriculteur. On va retrouver les agri-énergies, notamment méthanisation, agrivoltaïsme. On va retrouver les grands mots-clés que sont le climat, l'eau, le carbone et la biodiversité, qui est finalement peut-être le plus difficile à mesurer, mais qui est pour nous extrêmement important également à mettre aux côtés des 3 précédents. Et on va voir que tout ça peut s'intégrer extrêmement favorablement auprès des territoires. Et je le dis, je vais le redire et je vais le démontrer, pour nous, le PAT est un excellent outil de rapprochement pour nos coopératives avec les territoires. Et l'échelle de travail, qui est souvent, on va dire, l'intercommunalité, est pour nous extrêmement pertinente. Merci Romain. Et donc peut-être que tu peux nous présenter déjà avec combien de PAT vous travaillez concrètement et puis et quel type de partage vous avez de collaboration plutôt
entre Alliance BFC et les projets alimentaires territoriaux? Mhm. Quand on a commencé alors, de notre initiative de se rapprocher des PAT il y a un peu moins de 2 ans, il y en avait 33 à l'époque. Je vois qu'il y en a 36, hein, si je reprends la carte. Donc les 33 PAT ont été rencontrés alors, directement pour ceux qui le pouvaient, ou en tout cas par visio, afin d'identifier, on va dire, les premières lignes de force immédiates qui peuvent être mises en place et ce que peuvent également attendre les territoires d'une organisation comme Alliance. Parce qu'il y a 3 coopératives dans l'Alliance, mais il y a également en tout une centaine de filiales. Voilà, on a de la trituration de colza de soja, on a de la production d'énergie, on fait également des terreaux, des compostages, on possède également les gammes verts, c'est extrêmement large. Si tu veux, Paul, si l'idée c'est de donner peut-être des grands marqueurs, des démarches auprès des PAT, des choses qui parlent à tout le monde, on en parlera après, il y a le lien avec Sogeres Sodexo au niveau du Chalonnais. Au niveau on va dire, du multi-PAT et du régional, on est en train de recréer une filière de pommes à jus notamment. Voilà. Alors, avec le PAT de Saône-et-Loire, on a rencontré un presseur de fruits qui s'appelle Foulon-Sopagli, qui apporte aujourd'hui 30 000 tonnes de pommes de Pologne, par exemple, qui les presse, qui fait des jus de fruits, et qui aujourd'hui, avec l'Alliance, avec les territoires, va relocaliser donc 600 hectares de pommiers. Pour ceux qui connaissent un peu la Bourgogne, on va dire le long du Val-de-Saône, donc de Harclay-Grès à Mâcon, voilà, pour presser en Bourgogne, embouteiller en Bourgogne et faire des jus de pommes typiquement bourguignon-franc-comtois. Ça, c'est un exemple de ce qui a été apporté par les PAT. Un autre PAT. C'est à la demande des PAT ou à l'initiative de qui? C'est pas à la demande, ça a été connu via le PAT de Saône-et-Loire, en fait. Moi, j'ai connu cette entreprise qui s'appelle Foulon, qui est implantée à Mâcon. Et de là, je me suis dit, mais attends, d'où viennent ces fruits qu'ils pressent? Ils en pressent comme 100 000 tonnes par an. Et en fait, de fil en aiguille, le PAT a été finalement la salle de concertation et de rencontre entre un presseur, entre lui les producteurs, et mettant là-dedans l'adaptation au changement climatique, la souveraineté alimentaire, on en est venu à converser, à se dire, mais pourquoi pas ce truc-là? Si ça vient de Pologne, est-ce qu'on peut faire en BFC? Voilà. Et c'est venu comme ça, en fait. Le PAT a été l'outil de rencontre et de lien, finalement, parce que le PAT connaît aussi ses industries. On dit toujours que l'agriculture, c'est la production primaire, mais si on parle en termes économiques, c'est un premier transformateur, un second transformateur, un distributeur jusqu'au consommateur final. Là, le PAT a permis de connaître finalement le tissu industriel. Voilà, ce qu'on dirait IAA quand on parle en acronyme connu dans nos organisations. Ça, c'est un exemple. Et voilà, il y a 600 hectares qui vont être déployés entre aujourd'hui et 2030. Si bien que, je prends toujours l'exemple PAT, le premier îlot va être implanté à Auxonne. Voilà. Il y a un petit PAT qui est à Auxonne, qui est encadré par le PAT départemental de Côte d'Or. Et le premier îlot expérimental de pommiers va être implanté à Auxonne à l'automne 2025. Vous voyez, on part d'un PAT départemental Saône-et-Loire, puis finalement, on a une première expérimentation qui va se tenir sur un petit PAT, il n'y a pas de petit PAT, mais sur un PAT intercommunal, c'est Cap-Val-de-Saône, en l'occurrence, c'est un EPCI, qui est lui-même encadré en termes de ressources par le PAT de Côte d'Or. Ils n'ont pas d'agent dédié pour ça, ils n'ont pas de budget. Vous voyez, comme tout s'imbrique. Donc ça, c'est parlant. Si vous voulez, ça parle à tout le monde. La relocalisation, la souveraineté, puis le jus de pomme pour ce consommateur, parent ou autre, ça parle à tout le monde. Et la place de la restauration collective, les actions Restoco, est-ce que c'est le plus important pour vous ou bien c'est seulement une action approvisionnement de la restauration collective parmi d'autres? Et tu pourras l'éclairer avec l'exemple de Châlons? Ouais. La Restoco, c'est le plus important, au même titre que le circuit court, au même titre que Lidl. On considère que tout est le plus important parce qu'un modèle économique global, finalement, fonctionne par le collectif. La Restoco, c'est incontournable. Et dans ce projet, justement, ensuite, on va faire le focus sur Châlons. Si je reprends l'exemple des pommes, on peut imaginer qu'un îlot, c'est 80% de production qui va à l'industrie. On va dire les pommes non calibrées, le pomme tout venant. Voilà, ça valorise, ça permet de contractualiser sur une vingtaine d'années et c'est gage de chiffre d'affaires. Et puis, du coup, les belles pommes, les 20% restants, justement, elles vont aller dans les territoires, dans la Restoco,
Si on parle de Sodexo, Sogeres, qui ont une cuisine centrale à Châlons, ils peuvent faire des compotes, ou ça va également pour faire des compotes. Donc, en fait, il y a une réelle continuité territoriale, mais économique, où l'industrie permet de soutenir un modèle économique contractualisé durable, qui permet de sécuriser des productions qui vont aller dans les territoires, parce que les territoires, si on parle de Restauco, il faut quand même garantir des volumes chaque année, il faut garantir une qualité, il faut garantir un prix finalement. Ce n'est pas une question de cher ou pas cher, c'est qu'une collectivité territoriale a besoin de visibilité, parce que les familles ont besoin de visibilité, parce que les budgets publics ont besoin de visibilité. C'est là que l'intérêt il est de faire converger l'intérêt industriel et l'intérêt territorial, en l'occurrence Restauco, mais ça peut être également circuit court, citer des Lidl, ça peut être des marchés locaux, voilà. Des gammes verts, évidemment. Merci. Isabelle, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être avant de te donner la parole, Isabelle, est-ce que tu peux nous tracer l'historique? Alors, soit toi, soit Isabelle, qui est arrivé en premier justement par rapport au Grand Chalon? Comment ça se passe, la relation entre les trois? Alors, déjà, peut-être rappeler le contexte, pourquoi le Grand Chalon ne témoigne pas? Parce que l'idée était d'avoir une intervention acteur économique. Je vous laisse la parole. Romain, tu veux démarrer? Oui, bonjour Isabelle. Effectivement, on en est venu à se rencontrer via le PAT donc, du Pays du Chalonnais, donc c'est un groupement d'intercommunalité, je crois qu'il y en a 4. Du coup, il y a... Alors moi, je ne pourrais pas répondre pour la non-présence du Grand Chalon, sauf s'il y avait un commentaire particulier à apporter. Mais l'idée, vraiment, c'est que ce territoire... Je vais juste, peut-être, enfin, c'est rappeler que vous êtes des acteurs économiques, et en tant qu'acteur économique, là, on va parler de Restauco, donc d'un marché. Et donc, vous êtes dans ce cadre-là, vous êtes en concurrence avec d'autres acteurs économiques. Je te laisse poursuivre et justement pourquoi c'est un point important aussi à préciser pour les PAT. Tu as raison, c'était bien de le rappeler. Et en fait, on a été très pragmatique finalement avec Isabelle, avec ses équipes, avec le territoire. Il y a une cuisine centrale voilà, qui est exploitée par Sogeres Sodexo. On s'est rencontrés, on a visité et là, clairement, on s'est dit, voilà, il y a des volumes qui passent de production alimentaire, là, qui peuvent venir du territoire, d'autres non. Clairement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Sogeres à sourcer en local? Ce n'est pas forcément évident. Vous savez, on est toujours nul n'est prophète en son pays. Ça se vérifie toujours. Et donc là, l'idée, ça a été qu'on puisse nous connaître ce qui se consomme, ce qui peut se consommer demain. Et en face, on a apporté, nous, la cartographie du territoire en termes de production de manière excentrique. Qu'est-ce qui se fait sur Châlons, qu'est-ce qui se fait en première couronne, deuxième couronne, dans les autres départements. Et puis également, qu'est-ce qu'on peut faire en plan de progression? Ça, c'est l'histoire des pommes. Et si vous voulez, très rapidement, on en est venu à voir qu'il y a des consommations de pommes de terre et qu'on a un adhérent coopérateur qui fait des pommes de terre sur le Chalonnais. On a vu qu'il y avait des demandes de biscuits et il s'avère que les coopératives ont une filiale qui s'appelle Biscuit Mistral et qui peut du coup faire des gammes dédiées aux restaurations collectives, encore une fois de manière contractualisée et avec de la visibilité. Ça s'est construit vraiment, je le redis, l'avantage du PAT, c'est de fournir un cadre, une instance de dialogue et de rencontre. Et après, c'est aux acteurs de s'approprier les sujets. Mais une fois que vous les mettez autour de la table, finalement, ça devient très simple. Il suffit de travailler, de se mettre en ordre, d'œuvrer tout simplement dans le collectif. Oui. Du coup, je peux poursuivre, effectivement, peut-être. Donc, moi, je suis Isabelle Desclezeaux. Je travaille pour Sodexo et Sogeres, donc pour les deux marques, sur les projets alimentaires territoriaux. Je travaille ce sujet des PAT depuis 2015 dans nos organisations. Et mon objectif, en fait, c'est de faire en sorte qu'on ait des propositions de valeur en restauration collective qui soient
à la fois cohérente avec le patrimoine de production local, mais également avec les ambitions et les enjeux sur les territoires. Et pour ça, les PAT sont un vivier, on va dire, une convergence d'enjeux territoriaux qui est particulièrement en fait important et intéressant pour nous de comprendre. On s'est rencontrés effectivement avec Romain dans 2 PAT, le PAT du CD 71 et puis le PAT du Chalonnais. Et puis finalement, en fait, on s'est rapidement aperçu que la restauration collective, c'était pas forcément un monde qui était connu pour Alliance BFC. Pour nous, c'est important en fait de se rapprocher des coopératives pour 2 raisons. La première, vous l'évoquiez tout à l'heure, Agnès, c'est qu'une coopérative, en fait, c'est un foisonnement d'acteurs. C'est à la fois une organisation qui a des liens avec des producteurs, mais qui a également des filiales et qui, au travers de ces liens avec les producteurs et avec ces filiales, en fait, nous permet dans un deuxième temps aussi de bien comprendre en fait les enjeux des territoires. Pour nous, c'est important en fait de se rapprocher des acteurs des territoires comme les coopératives pour être, j'allais dire, en prise directe aux enjeux des producteurs sur les territoires et en prise directe aux enjeux des filières locales. Donc, on s'est rencontrés, on a d'abord échangé sur qui était la coopérative Alliance Bourgogne-Franche-Comté, puis très rapidement, Romain est venu visiter la cuisine. On a pu partager avec Céline Pelletier, la directrice de la cuisine, quelles étaient les filières sur lesquelles on travaillait, quels étaient les produits, quelles étaient les contraintes de la restauration collective, et puis commencer l'un et l'autre en fait à s'interroger pour savoir sur quelle filière on allait pouvoir collaborer. On a à ce jour en fait 3 filières qui sont actionnées et à plusieurs échelles. Pour moi, ce qui est important de partager avec vous, c'est effectivement les types d'échelles en fait auxquelles on est à même de travailler. Romain l'a évoqué tout à l'heure. Le premier projet qu'on a, et celui-ci il est concrétisé depuis bientôt 2 mois, c'est la coopération en fait avec un producteur de pommes de terre qui est situé juste à 1 kilomètre de la cuisine centrale de Chalon-sur-Saône. Donc pour nous, c'est quelque chose, cette échelle en fait ultra locale. Elle est donc c'est un producteur qui est situé sur le PAT du Chalonnais, et surtout cette échelle ultra locale, elle est extrêmement importante parce que les gens que l'on emploie, nos personnes, nos employés sur la cuisine, bah, sont des gens qui habitent les territoires. Et en fait, dans cette ultra locale, en fait, on arrive aussi à mobiliser la question du sens. Voilà, le sens à travailler des produits bruts, le sens à travailler des produits locaux, qui est extrêmement important pour nous à stimuler auprès des équipes. Et je vais le faire court, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les employés passent pratiquement devant chez le producteur en fait pour repartir chez eux ou pour arriver le matin. Donc c'est extrêmement important pour nous à maintenir effectivement ce contact-là, ce lien-là, et c'est extrêmement stimulant pour nos équipes. Donc ça, c'est cette première échelle effectivement de l'ultra local, de l'hyper proximité qu'on a réussi à actionner. La deuxième échelle, c'est celle d'une filière que Alliance BFC soutient au travers de sa filiale Terre de Saône, c'est la filière légumes. Tu parlais tout à l'heure, Romain, du PAT du côté d'Auxonne. Effectivement, le territoire d'Auxonne est un territoire en fait historique sur la production de légumes. Et prochainement, en fait, on démarre une coopération avec la filière Terre de Saône pour effectivement accroître la part de produits légumes locaux dans la part de produits locaux, légumes utilisés sur la cuisine. Voilà, la cuisine, elle est équipée. On a investi sur cette cuisine qui est une cuisine qui appartient à la ville de Chalon-sur-Saône, je tenais à le préciser aussi, sur laquelle on a investi sur des matériels de traitement de légumes. C'est une cuisine qui a un savoir-faire historique de transformation de légumes. Et là, en fait, on change d'échelle, on accélère effectivement l'utilisation des légumes au travers de cette coopération. Et puis, la troisième échelle qu'on a actionnée, c'est celle effectivement de la biscuiterie Mistral. Les biscuits, c'est des produits qui sont souvent oubliés en fait en restauration collective. Pour nous, ils sont très importants parce que, d'une part, en fait, en général, ils sont très appréciés des enfants. Ils sont aussi connus des parents. La biscuiterie Mistral, c'est quand même un élément du patrimoine historique de la région. Et donc, les biscuits en restauration collective, les enfants les mangent très très bien, mais souvent on les oublie. Et pourtant, elles répondent à une dimension qui est très importante des PAT, c'est celle du patrimoine culturel et gastronomique des territoires. Et pour nous, c'est une dimension qui est aussi à ne pas oublier quand on choisit de coopérer avec des acteurs locaux et de travailler des filières locales. Et puis, pour terminer, Romain, tu l'évoquais, le projet que la coopérative Alliance BFC a avec le presseur de jus de fruits du côté de Mâcon, nous, restauration collective, en fait, on va répondre à un enjeu d'équilibre matière.
C'est comme sur la viande, il y a les morceaux avant et les morceaux arrière, et il faut manger les deux pour valoriser l'animal et rémunérer correctement le producteur et la production. Ben, les jus de fruits vont être produits à base de pommes, entre guillemets, ou petites ou moches, et nous, on va consommer en fait les pommes un peu plus grosses pour soit en pommes à croquer dans les menus, soit effectivement dans la fabrication des compotes de pommes, puisque la cuisine centrale de Châlons produit ses compotes depuis 2016. Voilà. Voilà un petit peu au niveau du contenu. Voilà. Pour nous, ce qui était important, en fait, c'était d'insister que en contact direct, en fait, avec une coopérative, on a vraiment connaissance, on a une meilleure connaissance, en fait, du sourcing local potentiel qui est possible. On a une meilleure connaissance des enjeux et de faire une restauration collective qui réponde véritablement à ces enjeux de territoire. Merci beaucoup, Isabelle. Alliance Bourgogne-Franche-Comté intervient dans les 3 filières ou seulement celle légumes, Romain? Alors, légumes, oui. Quelles sont les autres filières auxquelles tu fais Les référence, pommes de Tom? terre et La puis pomme de biscuits. terre, en fait, il y a une mise en relation, en fait, par Alliance Bourgogne-Franche-Comté avec le producteur de pommes de terre qui est par ailleurs également adhérent Qui est de la adhérent. Bon, bah, de toute façon, après, c'est vrai que si on réfléchit, alors hormis les fruits, auquel cas on va lancer une filière pomme, mais on retrouve tant les grandes cultures qu'effectivement les filières de légumes de plein champ. Ouais. Il y a une Donc, filiale de telle ou telle coopérative, hein. Là, c'est Bourgogne du Sud. Pour les pommes de terre, les légumes, c'est Dijon Céréales. Et il est là l'intérêt d'avoir un collectif régionalisé comme Alliance, en fait. et pour les biscuits, C'est une il y a un filiale lien de avec Alliance Bourgogne-Franche-Comté ou bien c'est un autre opérateur? Comment? C'est une filiale de Dijon Céréales. Alors, c'est vrai que tout bourguignon te dira de 7 à 77 ans qu'il connaît les madeleines Mistral, les biscuits Mistral en général. C'est Dijon Céréales qui a racheté ça il y a un peu plus d'un an, parce que c'est une marque emblématique. C'est un marqueur comme Mulot Petit Jean ou les fromageries de l'Ain pour ceux qui connaissent. Surtout, c'était la volonté d'avoir une continuité filière. C'était déjà pas mal sourcé en BFC, mais là, on a tout mis en BFC. C'est pas forcément évident, mais même le beurre vient de BFC, même l'huile vient de BFC. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir une continuité filière. Donc là, on a une traçabilité en plus qui est parcellaire. Finalement, ce sont nos adhérents qui fournissent les matières premières qui vont pour faire ces biscuits. Et puis, ça permet à des opérateurs comme Sogeres, Sodexo, d'avoir un interlocuteur intégré qui puisse raisonner prix, mais également filière, et puis également finalement RSE. Et Isabelle le rappelait à juste titre, parce que moi, je l'oublie souvent, mais patrimoine culturel, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce que dans le public, il y a principalement des animateurs, des interlocuteurs de projets alimentaires territoriaux? Est-ce que tu as des recommandations à leur faire pour comment prendre contact avec une coopérative, comment travailler? Est-ce qu'il y a quels sont les secrets? Ouais. Ouais, quels sont les codes? Alors, le secret, c'est comme dans toute étape de la vie, enfin, qu'elle soit privée, professionnelle ou commerciale, il faut se rencontrer. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup pris des habitudes de visio, de mail, mais je crois qu'avant tout, c'est rencontrer. Et je pense que dans n'importe quel territoire, une coopérative, quelque échelle qu'elle soit, est un bon interlocuteur du monde agricole et agroalimentaire. Nous, on l'a fait spontanément parce que mon poste le revendique. Après, une coopérative qui n'a pas forcément un poste des relations avec les territoires, ça peut être peut-être la R&D, ou ça peut être aussi la direction générale finalement. Mais si la coopérative n'a pas fait la démarche, alors le PAT peut-être doit le faire et vraiment aller rencontrer, peut-être du coup susciter, parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Ce qu'on a fait là, nous, ça nous paraissait naturel. Je crois que c'est une histoire de personnes, donc on a tous l'esprit développeur, soit chez Isabelle ou chez moi, mais justement se nourrir de ces exemples qu'on cite aujourd'hui pour aller les apporter finalement dans d'autres coopératives ou des représentations agroalimentaires. Il y a des pôles de compétitivité, des pôles de compétences, des agropôles, des IA pôles. Je crois que chaque grande région en est dotée. Finalement, voilà, aller chercher l'information et susciter l'action. Et puis, il y a la théorie des petits pas. On a toujours dit ça, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Le fait de faire un premier projet, je prends l'exemple des patates, c'est tout petit. Alors, je ne sais plus, Isabelle, tu as les chiffres, mais voilà, ça se compte en quelques dizaines de tonnes par an. Donc, à l'échelle d'une SAU, c'est Par rien. semaine, oui. 100 kilos Voilà. par semaine, on a prévu dans un premier temps. Voilà. Et vous commencez là-dessus.
Bah, finalement, déjà, le monde agricole, vous lui amenez un exemple parce qu'il y a souvent vous savez, alors soit c'est sacralisé, soit c'est un tabou. Finalement, on se dit, ouais, mais bon, ça marchera pas. Il y a aussi des fois ces aversions au risque. Il faut aller démystifier tout ça et puis casser ces tabous, quoi. Alors, commencer par des premières réussites, ça donne l'exemple que c'est possible. Et puis, ça peut réconcilier parfois deux mondes qui peuvent être opposés parce que historiquement, il y a eu des vicissitudes en fait, voilà, entre le monde agricole, le monde du public ou du parapublic. Et je crois que l'exemple par l'action, c'est ce qui marche le mieux pour réconcilier tout le monde, s'il y avait besoin de réconcilier. Donc, aller au contact, ça me paraît une évidence. Amener des exemples et puis aller chercher ce petit projet de démarrage qui va mettre tout le monde autour de la table et qui sera vite mesurable. Et quand on peut dire rapidement, bah, youpi, on a réussi quelque chose, alors ok, ça devient possible, et un pas de plus devient possible. Je crois que c'est ça à retenir en termes d'approche et de philosophie, et encore une fois, l'énergie du collectif. Voilà. Et peut-être au niveau des étapes du PAT, à quel moment, et je pense Agnès l'a mentionné, déjà important d'être dans le diagnostic du PAT, du territoire, bien identifier les coopératives, les acteurs du monde agricole en règle générale, les acteurs alimentaires, enfin l'ensemble des acteurs. Ça, c'est un point important. Est-ce que vous participez à des concertations de pâtes? Donc, parler sur qu'est-ce que vous voulez de l'alimentation du territoire? Enfin, est-ce que c'est un moment pour vous inviter justement à composer la stratégie justement du PAT ou pas? À quel moment temporellement lancer les travaux? Je crois que chaque manifestation dédiée d'un PAT est une occasion de se rencontrer et d'échanger. Moi, je prends un exemple avec le PAT de Grand Besançon. On retrouve le CHU, on retrouve le monde associatif, on retrouve le monde de l'insertion, de l'inclusion. Je crois qu'à chaque fois que les gens peuvent se réunir, converser, alors tu parles de diagnostic, c'est une évidence, et diagnostic et multi-acteurs, bah, chaque moment de rencontre, c'est le bon moment en fait. Enfin, il y a ça peut être, si je prends le syndicaliste du Chalet, le GAL, les groupes d'action locaux qui dépendent de financement type leader, ce sont des bons moments aussi. Euh, chaque manifestation dédiée est un bon moment pour moi. Ouais. L'Assemblée générale, que sais-je. Diagnostic, évidemment, s'il y en a un, bah, c'est super, quoi. Ça permet d'avoir un réel outil de travail pour commencer. Isabelle, est-ce que tu as des commentaires, des ajouts? Tu es aussi en contact avec pas mal de pâtes toute France. Oui. Je rejoins effectivement Romain. Tous les moments sont bons parce que j'allais dire la maturité en fait des sujets, des acteurs, elle évolue en fonction des réunions. Nous, on essaie effectivement d'être présents parce que pour nous, c'est très important de capter les représentations du local. Et souvent, effectivement, les coopératives peuvent être oubliées dans les premières représentations du local au profit de circuits plus courts, etc. Et nous, ce qu'on essaie de partager au travers des ateliers PAT, de concertation, des comités de pilotage auxquels on est présent, c'est qu'en fait, on peut agir quand on a des objectifs précis de mise en œuvre de produits locaux, de filières locales, on peut agir en fait à des échelles différentes. C'est vrai qu'une échelle de filière, c'est pas forcément facile en fait à appréhender dans un premier temps, mais une échelle effectivement de fonctionnement avec un producteur de pommes de terre en direct, puis ensuite avec une coopérative de légumes type Terre de Saône, voilà. C'est ce qu'on essaie de partager au sein des PAT et de capter, j'allais dire, dès le démarrage, de façon à, avec l'expérience quand même de certains PAT que Sodexo commence à avoir, savoir effectivement qu'on peut interagir à plusieurs échelles et qu'il ne faut pas se couper effectivement d'une dynamique sous prétexte qu'une échelle peut être on va dire, d'emblée plus complexe qu'une autre. Mais voilà. Et je rejoins Romain sur la théorie des petits pas. C'est aussi pour ça que nous, on essaie d'allier cette échelle ultra locale. Alors, ce ne sera pas sur toutes les lignes de produits, parce que c'est pas forcément viable d'alimenter une cuisine centrale qui fait 10 000 repas par jour avec un producteur ou que quelques producteurs. Il nous faut des structures plus importantes, type Terre de Saône. Mais néanmoins, en fait, ça crée, on va dire, une poche de fonctionnement en fait exemplaire qui est porteuse de valeur technique, gustative, mais aussi pour les équipes. Et peut-être une dernière question avant de donner la parole. Enfin, s'il y a plus de questions que dans le chat, parce que je n'en vois pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
Romain, tu es responsable directeur partenariat. Donc, tu prends le temps, je dirais, d'aller rencontrer les différents pattes, de prendre un temps institutionnel. Est-ce que, si tu n'étais pas là au niveau de l'Alliance, est-ce que les coopératives membres de l'Alliance pourraient prendre ce temps de rencontrer les acteurs des PAT, ou c'est dans ce cas-là que tu recommandes vraiment aux animateurs de PAT d'aller vers les directeurs de coopératives, comment tu envisages ces relations en règle générale? J'ai envie de... bon, dès qu'il y a la bonne volonté, tout est possible. Après, c'est vrai que c'est du temps. Voilà, moi, quand j'étais la dernière fois à Cluny, un petit territoire au sud-ouest de Saône-et-Loire, pour visiter leur laboratoire de préparation de ci, de ça, c'est une journée. Voilà, y aller, etc., revenir. C'est vrai que s'il n'y avait pas de poste dédié, effectivement, je crois qu'il faut vraiment aller, par contre, à la rencontre des coopératives et les convaincre, sinon avec quelques bons sentiments, les persuader qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui libère du temps pour être sur les PAT. Je pense que ça ne peut pas être à chaque fois multipersonnel. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait quand même une personne qui incarne ça au sein d'une organisation, qu'elle soit agricole ou agroalimentaire. Alors, un directeur général, un directeur R&D, peu importe s'il n'y a pas de directeur des relations avec les territoires, mais oui, je suis assez d'accord, s'il n'y a pas la fonction, il faut quand même aller à leur rencontre et créer ce truc. Ouais, créer ce truc parce que finalement, au sein des COP, c'est des ressources à mettre en place. Ouais, ouais, ouais. Après, ça s'organise comme comme dans n'importe quelle stratification professionnelle, quoi. Mais effectivement, oui, je crois qu'il faut d'autant plus aller ouvrir les portes. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Que certains ou certaines voudraient prendre la parole, peut-être pour partager, si ce n'est pas pour poser des questions, mais peut-être aussi partager les difficultés jusque-là, quels sont les freins qu'on rencontre quand on souhaite euh, démarrer cette relation avec des coopératives agricoles. Euh, et comme voilà, on a des exemples ici, peut-être que c'est l'opportunité pour vous aussi de savoir, peut-être si c'est une question de vocabulaire, parfois une question d'instances qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place, des jours aussi, si on veut faire des groupes de travail par exemple, quels sont les meilleurs moments pour solliciter ce réseau-là. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez activer vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. Et j'en profite aussi pour compléter un peu, parce qu'on n'a pas forcément détaillé, mais l'initiative tout à l'heure qu'on a montré en vidéo sur l'agglomération de Niort. Donc, vous avez vu à l'écran, c'est la chargée de mission projet alimentaire de territoire qui a une double casquette en fait, hein, qui est aussi euh, en lien avec, enfin, là aussi une mission tourisme. Donc, Marianne Dispa, ce territoire-là, avec la communauté de communes au Val-de-Sèvres, porte un projet alimentaire de territoire. Et donc, effectivement, ce projet d'atelier excellence a été initié dans le cadre de ce PAT. Et donc, ça a été un travail notamment pour accompagner la coopérative à valoriser son patrimoine culinaire, mais aussi à faire le lien au sein de son PAT entre l'un des axes de valorisation des acteurs locaux, proposer donc un lieu de vente qui permet aussi de mettre en vitrine pas seulement le beurre déchiré, mais tout le reste. Et donc, l'agglo de Niort a en fait acheté ce local qui est l'ancienne mairie de la ville de Niort pour 1 euro symbolique. Et en fait, ils ont, eux, ils ont investi, alors je n'ai pas la somme là, mais ils ont investi pour réaménager et faire le gros œuvre de ce bâtiment-là, le rendre opérationnel. Et c'est ensuite la société commerciale, enfin c'est ensuite, pardon, la coopérative de la Sèvre qui a intégré les locaux et qui les a aménagés à son image. Et donc, il loue les locaux avec un bail commercial
Et puis ont un bail commercial surtout pour les sous-locations de salles et de cuisine. Euh, voilà, c'était ce que je voulais dire pour compléter. Et puis aussi, un autre lien qui a effectivement l'agglomération de Niort, par exemple, a aussi valorisé, comme ils sont pas très loin de la SVEP, ils ont aussi valorisé l'activité de la SVEP en, en proposant un atelier à destination des cuisiniers de la restauration collective du territoire. Donc, c'est un format qui s'appelle les clubs restauration collective, un atelier qui dure 2 heures à destination des cuisiniers. Et donc, l'idée, c'était ce jour-là, avec l'intention de la SVEP, de faire le lien entre les chefs de restauration collective et les entreprises de production, là, précisément sur le sujet de la viande bovine. Voilà. Et si vous avez d'ailleurs, Marianne n'a pas pu être là aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai son contact si cela vous intéresse un peu plus. Je ne sais pas s'il y a des questions, des personnes qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas. Ah, oui, pour le contact, très bien. Juste pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit tout à l'heure, à savoir qu'en effet, ce responsable de partenariat avec des collectivités ou des instances territoriales est en effet souhaitable dans les coopératives. On voit bien qu'au sein d'Alliance Bourgogne-Franche-Comté, une personne dédiée fait vraiment avancer les choses. Après, il faut savoir qu'évidemment, dans les formats de coopératives, on va avoir des toutes petites, comme je vous le présentais, c'est à partir de 7 associés coopérateurs, jusqu'à des énormes. Donc, tout le monde n'a pas la ressource pour avoir ce genre de personnes dédiées aux rencontres avec les collectivités. Mais en effet, nous, on incite les coopératives en Nouvelle-Aquitaine à essayer de se rendre sur au moment des rencontres avec les PAT pour au moins échanger. En fait, ces temps d'échange sont essentiels pour connaître les actions de chacun ou les souhaits de chacun. C'est vrai que c'est en échangeant qu'on peut se rendre compte qu'en fait, il existe des synergies, que des actions peuvent être menées en coopération. Et c'est important en fait de connaître les acteurs du territoire pour savoir justement quels sont leurs enjeux, quels sont leurs objectifs actuels, quelles sont leurs évolutions à venir. Et ça peut répondre à des attentes des territoires. Donc c'est vraiment important, même sans avoir forcément une volonté économique ou sociale ou environnementale dès le départ bien concrète, de moins prendre le temps de se rencontrer et d'aller échanger. Nous, on est là, on est disponible, comme je vous le disais dans notre présentation du départ, on est en train de mettre en place des petites fiches territoriales qui sont plus un focus pour chaque département, parce qu'on s'aperçoit que toutes les données qu'on avait au niveau régional sont peut-être pas assez fines pour les porteurs de projets PAT, mais on sera volontiers disponible pour vous mettre en relation avec des coopératives, pour vous faire rencontrer des coopératives ou des filiales de coopératives qui répondraient à vos attentes au niveau de vos collectivités, de vos territoires, etc. Juste pour rebondir aussi sur un petit aspect qu'on a à peine évoqué, qui est en fait aussi l'aspect vente en circuit court. Et pour cela, on va le partager dans le chat, je pense. Nous avons établi l'année dernière une carte des magasins et des caveaux de coopératives de Nouvelle-Aquitaine qui permet en fait à chaque territoire de connaître les points de vente directs des coopératives. C'est une carte qui a été diffusée auprès des offices de tourisme, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, et qui permet au grand public là, de savoir comment consommer local dans son territoire. Consommer local et coopératif, évidemment, vu qu'on a accès à ça sur les magasins de coopératives. Voilà, donc ça aussi, ça répond, on l'a distribué aussi, on l'a présenté aux porteurs de projets PAT qu'on a pu rencontrer, parce que ça répond comme ça aux attentes des territoires de relocaliser l'alimentation et pas forcément que par le biais de la restauration collective, aussi de mettre en avant tous les circuits courts qui peuvent exister sur le territoire. Voilà, c'est un outil qui nous paraissait pertinent et qui a rencontré un assez grand succès sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Bon,
je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions en particulier ou de personnes qui veulent témoigner de ce qui se passe à son niveau. Je vous propose peut-être de conclure. Paul, est-ce que tu veux développer le dernier point sur l'outil. Il y a une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être pour Héloïse Gandini? Est-ce que vous voulez bien peut-être désactiver votre micro et nous dire plus précisément? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, en fait, alors ça va vite des fois au niveau de l'oral. Non, oui, désolée. c'est pas oui. Vous parliez donc d'un outil que vous avez créé qui répertorie donc les cartes des magasins en fait des coopératives, c'est ça? C'est un outil interactif que vous avez créé en ligne. C'est comment? Alors, en effet, alors c'est pas un outil, enfin c'est un outil, oui, c'est un outil de notre point de vue parce que ça permet de mettre en visibilité les magasins des coopératives et les caveaux des CAFCOP du territoire, mais ça se présente sous un format papier pour le moment. C'est donc une carte touristique qui est distribuée dans les offices de tourisme, qui a été distribuée au Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine aussi, qui est distribuée sur des événements ponctuels au grand public. Il existe une version numérique, mais qui n'est pas interactive. Vous la retrouverez sur le site internet, que normalement, on va vous mettre le lien aussi au niveau de la documentation de la coopération agricole. Vous avez accès à la carte, mais qui est en fait un format PDF, une version PDF de notre carte papier. Ok. Voilà. On est parti du principe que le touriste, souvent, est pas forcément avec son ordinateur, mais sera plutôt en local, s'arrêter dans un office du tourisme et envie de regarder ce qu'il y avait juste à côté. Merci beaucoup. Je vous en prie. Paul ou Maïwen, peut-être, si vous voulez apporter des petits éléments de précision sur vos actions ou sur les coopérations futures. Non, ce que je peux compléter, c'est que voilà, pour le réseau des coopératives agricoles, effectivement, nous, on est en lien avec l'ensemble des chargés de mission des projets alimentaires des territoires et donc qui peut être à mobiliser, qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a présenté au début, Paul a partagé le lien et la cartographie de ce qui se passait en Nouvelle-Aquitaine, des territoires qui portent des projets alimentaires de territoire. Et donc, voilà, comme vous avez pu le voir, ils sont assez nombreux. Et donc, pour savoir sur lesquels vous vous retrouvez, n'hésitez pas à venir vers nous aussi pour faire ce lien. Mais sinon, rien à ajouter. Et effectivement, on peut conclure sinon l'échange sans souci. Voilà, donc Paul, si tu veux ajouter quelque chose. Déjà, peut-être faire allusion aux ressources FrancePat. Agnès, tu es intervenue, ou non, c'est Philippe, donc de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine également, vous êtes intervenu lors des webinaires les 17 et 18 octobre et donc où tu mentionnais cette étude que tu parlais sur l'impact des coopératives. Vous avez donc beaucoup de ressources en ligne sur le portail FrancePat sur ces sujets, et on en mettra plus encore. Donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis voilà, c'était principalement ça. Et je vois qu'il y a une question de Monsieur Martin, donc, qui est du PETR Cœur entre deux mers, aussi de porte un PAT. Et donc la question, oui, effectivement, qui se pose en ce moment très
très fortement chez eux, c'est qu'il y a de plus en plus de mal avec le milieu viticole et donc comment passer à des coopératives alimentaires. Alors je ne sais pas si du coup en Bourgogne-Franche-Comté il y a eu aussi, comment est-ce qu'on fait lorsque des filières vont mal pour peut-être quels sont les leviers pour qu'il y ait une sorte de transition en fait vers une activité ou une autre. Quand des filières vont mal, peut-être un exemple particulier, parce que c'est pas forcément évident à répondre sans exemple. Bah là, nous, on a le sujet de la viticulture, donc la filière viticole, Ouais, qui est plutôt assez présente, notamment en Gironde, dans le ouais, Médoc, etc. avec les actualités d'arrachage ou de ces choses-là. Exactement. Ouais. Ah, Mais Après, peut-être que le souci est quand ouais, même dans la temporalité, je pense, parce que c'est vrai que comment passer à des COP alimentaires, c'est-à-dire que les cultures ne vont pas se faire tout de suite. Il va falloir déjà choisir la réorientation des adhérents qui vont arracher leurs vignes. ouais. Donc, c'est une réflexion au long cours qui est engagée dans pas mal avec des collectivités, avec la Chambre d'agriculture notamment aussi, pour savoir quels sont les nouvelles filières à développer à la place de la vigne quand la vigne ne sera plus présente. Mais ça ne va pas être pour tout de suite. Je pense là-dessus, encore une fois, dans le prisme de nos exemples et de notre expérience, je crois beaucoup, moi, à l'identification de l'acteur industriel qui va être le pivot d'un redéploiement stratégique. Voilà, c'est un gros industriel ou un écosystème d'industriel. Je sais que dans le sud-ouest, pas tout à fait vers Chou, mais pas loin, il y a, je crois que c'est Coquille Unicoque qui est là-bas. Bon, c'est une filière qui souffre maintenant, mais on avait pensé aux noisettes, des choses comme ça. Je crois qu'il faut avant tout avoir un moment un acheteur quelque part. C'est Ouais. qui puisse valoriser la production. Alors, pas forcément dans la région même, c'est un très grand industriel, il peut être ailleurs en France, mais et puis évidemment, ben, l'adaptation au changement climatique. Je sais que nous, les arbres fruitiers, finalement, il y a 5 ans, on a lancé la R&D. Ça faisait rire un petit peu tout le monde. Et maintenant, il y a d'autres COP. Tu vois, je pense à des Terrena, des grandes COP du Nord-Ouest qui viennent voir. Parce que finalement, ben, la R&D qu'on a menée il y a 5 ans, maintenant, elle est bénéfique. On voit qu'on peut cultiver de nouvelles productions sur les latitudes plutôt continentales de la Bourgogne-Franche-Comté. Bah, c'est l'un avec l'autre, quoi. Mais je crois que la connaissance du tissu industriel, c'est-à-dire celui qui peut valoriser ces futures nouvelles productions qui viendraient remplacer une partie de la vigne, c'est là que ça se joue. Et encore une fois, bah, à quelle échelle? À l'échelle des écosystèmes coopératifs, pôles de compétitivité, agence nationale, régionale d'alimentaire. Moi, tout ce que je peux vous proposer, c'est qu'en tout cas, nous, au niveau Alliance, au niveau de ma délégation, et Paul le sait, je suis vraiment disponible, je me rends disponible pour ceux qui le souhaitent en France entière, hein, des PAT, enfin, que ce soit PETR, EPCI ou autres, qu'on puisse échanger directement et voilà, voir quel œil on peut apporter à telle ou telle réflexion. Et également, s'il y a un moment où il faut convaincre une filière, que nous, on puisse amener, donner des exemples de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a mis en place, pour dire oui, c'est possible, voilà, quelle thématique ou quelle démarche, quelle dichotomie on peut mettre en place. Ça, on peut le proposer. C'est du temps que je mettrai toujours à disposition de partenaires territoriaux, voilà, l'échange sur les problématiques et amener notre regard et notre imagination aussi, parce que ça joue. Voilà. Je rejoins complètement ce que disait Romain Péteuil pour le double aspect en fait de ce changement de cette réorientation. Il faut avoir à la fois une vision, un aspect technique à prendre en compte, mais surtout un aspect marché, savoir où est-ce qu'on va et savoir si les filières mises en place après auront des débouchés, s'il y a un acheteur final, comme il disait, sur le territoire ou plus loin. Et puis même dans le PETR Cœur entre deux mers. Alors je ne sais pas si dans votre question la problématique c'est pas uniquement si c'est uniquement sur le territoire en lui-même, mais c'est vrai que les coopératives alimentaires, si elles ne sont pas sur le territoire du PAT, elles vont pouvoir être un petit peu plus loin. Donc, quelquefois, comme on disait, il faut aussi élargir finalement le territoire d'action du PAT et aller chercher les productions locales où elles se trouvent. Et quelquefois, c'est un petit peu hors des frontières du PAT, mais c'est pas très loin non plus, ça reste aussi en local. Voilà. Peut-être insister sur deux choses. Tu viens de mentionner l'échelle. Du coup, l'échelle, parfois, c'est en se coordonnant avec l'échelle départementale, avec les inter-PAT, on peut avancer, intéresser même des coopératives. Et puis,
Et puis aussi sur, peut-être Romain, un mot sur le travail avec la recherche, parce qu'à Alliance Bourgogne-Franche-Comté, vous avez un pôle à Dijon où vous travaillez vraiment en étroite relation avec des chercheurs de l'INRAE, et je pense qu'il y a la même chose avec Bordeaux Sciences Agro. Il y a peut-être des collaborations justement à faire. Avec la recherche, nous, historiquement, c'est pareil, l'Alliance, c'est un service, on a une quarantaine de personnes en R&D. On vient de créer l'année dernière un service data. Donc on a 4 personnes et un 5e qui est doctorant, qui encadre tout le monde. On vient de lancer maintenant la délégation IA. On s'empare à chaque fois aussi de tout ce qui est l'IA, par exemple. C'est très intéressant aussi pour phosphorer, pour trouver ce qu'on appelle des océans bleus, des nouvelles pistes. L'IA peut vous identifier vraiment des écosystèmes industriels, marché, valorisation, aval. Puis au niveau de la recherche, nous, c'est vrai qu'à chaque fois, on articule, on va dire, le côté fondamental avec des coopérations, Institut Agro, INRAE, mais on a plusieurs plateformes et voilà, depuis toujours, on expérimente, comme je vous dis, voilà, des pommiers, des abricotiers, des herbes de Provence. Ouais, c'est effectivement une des dimensions, c'est la recherche. Mais je redis ce que disait Agnès, mais qui l'a bien résumé, l'approche marché. Même les coopératives, des fois, n'ont pas forcément l'approche marché. Enfin, elles l'ont, mais dans leur champ de vision. Donc, des fois, les PAT peuvent apporter, je me dis, aussi une approche marché qu'une COP n'aurait peut-être pas eu. Et après, l'approche marché, c'est aussi participer à des salons. Alors, c'est onéreux, c'est chronophage, mais aujourd'hui, quand on est dans l'alimentaire, est-ce qu'on peut ne pas être présent sur le CIAL? Non. Est-ce qu'on peut ne pas être présent sur le CFIA? Je parle même en tant que visiteur, hein. Je crois qu'il faut y être, même des fois à l'échelle européenne, le FIE de Francfort ou autre. Ça éclaire beaucoup sur les tendances alimentaires. Je finis la parenthèse là-dessus, mais moi, il y a 5 ans, on va dire avant le Covid, à l'époque de l'agribashing, c'était le bio, c'était le additive free, c'était le gluten free, c'était le veggie. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant dans les grandes stratégies agroalimentaires? Plus grand-chose finalement. Donc on voit on a un monde qui est en perpétuelle mutation. Ça, je crois vraiment aussi faire en termes de marché, en termes de tendance de consommation. Donc aussi, il faut savoir être très agile finalement, parce que ce qui était vrai aujourd'hui, nous on parle du bio, on a fallu mettre 10 millions d'euros dans les infrastructures bio qu'on a arrêté au dernier moment parce que le marché a dévissé en l'espace d'1 an. Alors ça, c'est quelque chose à retenir aussi. Je crois que être prêt, par contre, être très agile et à partir d'une idée et à partir sur une autre en l'espace d'1 an parce que le marché a changé. Ouais. Ça, par contre, c'est une réalité. Et c'est là que le PAT est intéressant, parce que l'échelle de travail d'un PAT, je pense, est très agile, voilà, du fait qu'il est territorialisé. Super. Il y avait une question sur le sujet de la recherche. Quels sont les sujets de recherche abordés? Donc, je ne sais pas si vous avez. À l'Alliance? Je pense que c'était sur. Les thématiques. Est-ce que Laurine, Louis, vous voulez. Ah. Vous interrogez l'Alliance? Non, je crois que vous ne savez pas si vous alliez répondre ou je vous coupais la parole. Attendez, je reprends. Alors, la R&D, les axes. Adaptation au changement climatique, donc clairement, quelles cultures qui étaient plutôt au sud et qui sont frappées par les sécheresses, mais également par les grandes crises type hydrique, inondation, peuvent remonter chez nous, c'est clairement l'arboriculture fruitière. Voilà. Alors, fruits et fruits à coque. Donc ça, c'est le premier axe de R&D, adaptation au changement climatique, production de nouvelles filières. Ensuite, on a l'eau. Alors l'eau, nous, le gros axe de R&D, c'est la réut ou la reuse, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Comment aujourd'hui on peut réutiliser de l'eau de station d'épuration pour faire de la micro-irrigation enterrée. Comment on peut capter, alors nous on appelle ça des écrêtements de crues, c'est-à-dire aujourd'hui, si on pense à la Bourgogne, il y a une grosse inondation, tout est inondé, ça ruisselle, ça part dans la Saône, ça part dans le Rhône, ça part en Méditerranée. Est-ce qu'on ne peut pas capter à un moment une partie de cette réserve hydrique qui de toute façon sera perdue par rapport à l'événement climatique? C'est une idée également. On a également je l'ai dit tout à l'heure, la biodiversité, la pollinisation, toutes ces choses-là, ces petites choses finalement, mais qui ont l'effet papillon. Alors qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ça, maintenant, on le mesure. Puis je crois que le carbone, aujourd'hui, voilà, comment on mesure notre impact carbone et qu'est-ce qu'on fait
Pour le réduire ou à l'inverse, pour séquestrer du carbone, c'est là que ça se recoupe avec l'arboriculture. C'est les 4 axes. Nouvelle culture pour l'adaptation au changement climatique, meilleur usage et un accès concerté à l'eau, biodiversité et carbone. Voilà. Merci pour la réponse. Je voyais la réflexion d'Isabelle Descloseaux de Sodexo. En effet, pour la pédagogie alimentaire et des animations chez les producteurs, nous, on a identifié aussi ça au niveau de cette carte des magasins et des caveaux de coopératives, et on va chercher à l'animer pour justement mettre en avant en fait le réseau des coopératives, la façon dont sont produits tous les produits proposés dans ces magasins. Et c'est vrai que les coopératives ont un rôle à jouer, et elles s'en emparent parce que de plus en plus, il y en a qui ont donc des boutiques adossées à leur site de production, avec une volonté vraiment pédagogique de faire découvrir à la fois aux consommateurs comment ça se fait, mais aussi dans un souci un petit peu d'attractivité, parce que c'est vrai que les métiers de l'agriculture ou de l'agroalimentaire ont du mal à recruter, et donc sur les territoires, c'est vraiment des sujets qui sont importants, et on constate en effet, et on accompagne les coopératives là-dedans pour qu'elles aillent au devant du consommateur final, et puis même du grand public en général. C'est vrai qu'en plus, comme elles sont, comme vous l'évoquez, en fait, dotées de ressources pour accompagner cette promotion-là, elles le sont effectivement quand il faut accueillir des enfants, des publics, effectivement, sur plusieurs heures, avec un côté très didactique, très pédagogique. Nous, d'ailleurs, c'est des choses, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, qu'on a prévues avec Alliance Bourgogne-Franche-Comté. On a un client à qui on a proposé effectivement des fréquences d'animation. Et puis, on invite nous régulièrement nos partenaires producteurs ou coopératives à nos portes ouvertes de cuisine centrale pour qu'ils soient présents quand les parents sont là aussi. Je ne devrais pas le dire, mais il y a certains territoires, en fait, je me suis aperçue que même nos clients ne connaissaient pas forcément le tissu de production, le tissu coopératif local, alors que sur certains territoires, on a quand même affaire à des fleurons, en fait, de l'agriculture française. C'est dommage que, voilà, cette interconnaissance, et en tout cas, on a des choses à faire. C'est ce que ça veut dire, effectivement, pour rapprocher et mieux connaître nos territoires. Bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Romain Péteuil et à Isabelle Descloseaux. Et puis merci aussi à Emmanuel Morin qui donc est parti tout à l'heure. Un grand merci à Maïwen et à Paul d'avoir co-organisé ce webinaire. On espère qu'il aura été porteur en tout cas d'expérience, et qu'on aura pu partager comme ça des actions qui vont vous donner envie sur vos territoires ou au sein de vos coopératives de mener en fait des actions ensemble pour mettre en avant une alimentation durable sur nos territoires. Merci beaucoup et très bon après-midi à tous.